Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet entretien exclusif sur Canal 3 Télévision. Notre invité, il est le président du tout dernier parti créé au Bénin qui a reçu son récépissé provisoire il y a quelques jours en arrière. Avec lui, nous allons évoquer la vision de sa formation politique, son idéologie, mais aussi sa lumière sur les actions du gouvernement. Nous aurons la position de sa formation politique sur les grands sujets de l'actualité. Entretien exclusif, je suis avec Franck Aono. Franck Aono, bonsoir. Bonsoir Eric Guédenon, chers téléspectateurs, bonsoir. Richard Boniourou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation sur Canal 3 Télévision. Tout d'abord, comment vous sentez-vous à ce moment charnière de votre parcours politique? Je pense que je dois remercier l'ensemble des Béninoises et Béninois qui nous ont fait confiance tout au long de notre parcours et qui ont permis que cela aboutisse à la création de ce parti politique qui ne sont pas découragés, qui sont toujours restés à nos côtés et qui sont engagés jusqu'au dernier jour. Votre formation politique a reçu son récépissé provisoire il y a quelques jours en arrière. Ce sésame, d'autres partis politiques ont eu du mal à l'avoir. Comment vous avez fait? J'ai lu beaucoup de commentaires là-dessus. On m'a envoyé beaucoup de commentaires. Malheureusement, notre pays fait face à une crise de confiance, ce qui engendre une suspicion permanente. J'ai lu des commentaires divers. Mais il faut d'abord faire la chronologie des choses. Notre parti politique a commencé à se constituer depuis 2024. Au milieu de l'année 2024, nous avons déposé régulièrement nos dossiers auprès du ministère de l'Intérieur, qui est l'organe chargé à la matière. Chaque 2 mois, nous recevions des observations, toute forme d'observation, jusqu'à ce que, au tout début de l'année 2025, nous avons décidé en ce moment de rédiger, en répondant à une dernière observation qui nous demandait de mettre à jour des casiers judiciaires. Nous avons décidé d'écrire au ministère de l'Intérieur pour dire, bon, écoutez, vous avez gardé par devant vous des casiers judiciaires qui sont expirés et vous nous demandez maintenant de les mettre à jour. Donc cette dernière observation, nous avons écrit et nous l'avons envoyée au ministère de l'Intérieur. Et nous avons demandé une audience auprès du ministère de l'Intérieur pour les rencontrer afin de nous enquérir des vrais problèmes qu'a notre dossier. Ils ont accepté notre requête. Nous nous sommes présentés au ministère de l'Intérieur avec le directeur des partis politiques et le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Ce jour, la situation a été décantée. Parce que le secrétaire général a posé des questions rapides et le directeur des partis politiques a dit, bon, finalement, la seule chose que nous vous reprochons, c'est que vous n'avez pas fait un congrès en bonne et due forme. Nous avons dit, mais écoutez, nous pensions que nous étions en 2025, donc à l'ère du numérique, et nous avons fait un premier congrès avec nos membres, moi étant au Canada, d'autres en France et autres. Nous avons fait notre congrès dans un appel téléphonique, dans un vidéocall. Le second que nous avons voulu faire pour répondre à cette observation, vous savez, nous ont refusé. Nous n'avons pas pu le faire. Ça a été la question sur le palais des congrès. Maintenant, si vous voulez que nous fassions un congrès, délivrez-nous-en une autorisation en bonne et due forme et nous le ferons. Ils nous ont dit ce jour, il n'y a aucun problème. Si vous suivez les règles, nous vous accompagnerons. Effectivement, nous avons fait notre congrès et nous avons reçu notre récépissé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, nous sommes passés par plusieurs étapes, des péripéties. Mais nous sommes assez dignes pour ne pas nous retrouver dans la position victimaire. Pour ne pas nous victimer, vous cherchez à nous victimiser et commencer par pleurer sur les réseaux sociaux pour dire oui, Talon m'a encore frappé, Talon m'a encore giflé, Talon m'a encore refusé de prendre mon truc. Nous, ce n'est pas notre affaire. Nous sommes des personnes assez dignes. Donc voilà un peu. Alors, est-ce que dans le processus, à un moment donné, vous avez senti qu'on faisait tout pour vous empêcher d'avoir ce document, ce récépissé? On vous empêchait pour exister légalement? Je ne dirais pas, parce que nous avons le devoir de présumer à chaque fois de la bonne intention de nos autorités. Je ne dirais pas qu'il y avait un sentiment régulier de pouvoir nous empêcher. Mais je dirais que les conditions désormais
pour avoir un récépissé sont assez, pour utiliser un mot banal, sont assez corsés. De sorte à ce que vous allez passer par plusieurs tests, par plusieurs filtres, qu'on jauge vraiment de votre état de responsabilité et du besoin que vous avez de réellement exister sur l'échiquier politique. Si vous vous abandonnez, c'est votre problème. Vous pensez que c'est une bonne chose pour notre démocratie? Parlant de démocratie, je pense qu'en réalité, il ne doit pas y avoir de réformes qui viennent étouffer l'expression populaire. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas y avoir d'expressions populaires qui ne soient pas assez encadrées pour éviter les dérives. Donc, est-ce que je pense qu'on doit corser davantage l'obtention de quitus pour un parti politique? Je pense que oui. Parce que nous avons vécu une époque ici au Bénin où, dans chaque rue, il y avait des partis politiques, où des personnes se levaient, dès qu'ils sont au chômage, créaient un parti politique, vociféraient 2 ou 3 fois et on les appelait, on leur donnait un marché ou un titre politique ou un titre administratif et ils se taisaient, ils ralliaient et faisaient des marches. Je pense que ça faisait un peu désordre. Aujourd'hui, la question est en train de se structurer avec beaucoup de faiblesse, bien évidemment. Il faut accompagner cela. C'est mon point de vue. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette formation politique, le libéral. Alors, quelle est votre définition de ce concept de libéralisme dans le contexte politique béninois? Alors, définition du libéralisme, on ne va pas rentrer dans des questions purement théoriques, mais le libéralisme que nous prônons aujourd'hui est un libéralisme totalement équilibré, c'est-à-dire un libéralisme qui est adapté à nos réalités politiques. Cela veut dire un marché ou une économie ouverte, mais suffisamment protégée pour éviter que notre économie ne s'expose. Des libertés garanties, mais encadrées et structurées. Un État facilitateur, mais juste et stratège. Parce que nous pensons que l'État, s'il n'est pas stratège, il ne peut pas arriver à réguler avec beaucoup de munitions la société pour que chacun puisse en tirer profit. Donc un État stratège, mais juste. Et surtout un État facilitateur. Donc voilà, de façon résumée, ce que nous entendons par notre libéralisme pour pouvoir faire bouger le pays. Alors, Richard Boniwourou, vous êtes membre du Parti libéral du Canada. Si je me trompe, dans mes notes, j'ai pu avoir cela comme précision. Mais est-ce que l'écosystème politique aujourd'hui de notre pays nous permet de prôner cet idéal-là que vous amenez au Bénin, que vous transportez, je pourrais dire, du Canada au Bénin? Ça peut prospérer au Bénin, vous le pensez? J'ai l'impression qu'on ne s'est pas compris, parce que je n'ai aucune prétention sur le fait d'importer un concept occidental dans notre sphère politique. J'ai parlé de libéralisme adapté à nos réalités. Parce que le libéralisme et puis le libéralisme, ce n'est pas comme s'il avait plusieurs visages. Déjà, dès lors que nous sommes en démocratie, la démocratie est un régime totalement libéral. Donc le libéralisme ne date pas d'aujourd'hui. C'est parce que les Béninois n'en connaissent pas réellement les fondamentaux ainsi que tout ce qu'il faut pour y aller. Bon. Importer un concept du Canada, non. Il est d'ailleurs impossible. Nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas la même façon de voir les choses, mais surtout nous n'avons pas la même maturité sur les questions économiques et politiques. Par conséquent, il est difficile d'importer un concept ici pour le faire marcher. Mais nous pouvons partir du libéralisme tel qu'il est prôné conceptuellement pour l'adapter, le moduler et l'adapter à notre écosystème politique et social pour qu'elle puisse générer un bien pour les populations. Cela est tout à fait possible. D'accord. En quoi votre parti se distingue-t-il des autres formations politiques que nous avons déjà? Vous savez, cette question, elle est un peu amusante. Parce que si vous nous aviez suivi notre parcours, ou mon parcours personnel, depuis 2017-2018, vous auriez compris que nous n'avons pas grand-chose à voir avec les partis actuels. Parce que nous prenons un débat. La politique aujourd'hui est relativement faisandée dans notre pays. Les débats
le débat est polarisé. Il s'articule uniquement autour des questions électorales. Les populations sont tenues en marge des questions du débat politique. La vie des populations sont tenues en marge du débat politique. Ce qui centralise les intérêts aujourd'hui, ce sont les questions électorales. Comment est-ce que l'élite en place fait pour se renouveler à la tête de l'État et intégrer les institutions? Mais nous pensons que l'intérêt de la nation, l'intérêt de sa jeunesse, qui constitue aujourd'hui la majorité, et qui, si elle n'est pas exploitée, peut être une bombe à retardement, nous considérons que le débat doit s'articuler autour des questions prioritaires d'économie, surtout. Parce que la démocratie, voyez-vous, est le système politique le plus cher au monde. Puisqu'il faut payer les institutions, il faut pouvoir mettre en place un État-providence, il faut pouvoir accompagner les investisseurs, il faut un État qui, malgré qu'il soit un État régulateur, facilitateur, puisse en quelque sorte, des fois, investir dans l'économie pour faire émerger des possibilités. Donc, il faut que ces débats-là, qui sont des débats fondamentaux, puissent être animés dans le territoire. Mais malheureusement, nous remarquons que nos politiciens, et même, vous allez me l'excuser, les journalistes sont devenus experts des questions constitutionnelles. Et les vraies questions qui tiennent compte de notre développement, de notre quotidien, sont mises en périphérie. Donc nous, oui, nous ne sommes pas venus accompagner les autres dans leur guerre que nous trouvons un peu picocroline. Nous ne sommes pas venus les accompagner dans cette guerre-là. Mais nous sommes venus apporter un débat sérieux sur l'échiquier politique. Donc il y a une forte différence. Et sur cette base alors, quelles sont vos priorités déjà à la tête de cette formation politique aujourd'hui? Personnellement, ma première priorité, c'est d'engager un débat sur la question économique. Et par là, par extension, sur la question de l'emploi. Comment est-ce que nous concevons l'emploi dans notre pays? Parce que bien évidemment, quand vous entendez partout les politiciens de tous ordres, quand ils viennent à la télé, ils disent sur la question de l'emploi, sur la question de l'emploi. Nous nous battons pour la question de l'emploi. Mais l'emploi ne doit pas toujours être une question. Il est temps que l'emploi soit une réponse, une solution. Donc nous voulons engager, moi personnellement, je vais engager des débats sur cette question-là. Comment est-ce que nous, au niveau de l'État, respecte l'emploi, crée de l'emploi, mais protège aussi l'emploi. Nous devons avoir un État protecteur. Donc nous voulons engager ce débat-là, et ça passe aussi sur des questions économiques. Quelle orientation est-ce que nous donnons à notre économie? Bien évidemment, Patrice Talon a fait un petit bout ces dernières années. On ne peut pas lui dénier ça. Il a fait un petit bout sur les questions économiques. Notre pays est devenu attractif pour les emprunts, pour la dette. Oui, donc. On aura le temps tout à l'heure justement de prendre votre lecture sur les grandes actions phares du gouvernement. Mais avant, aujourd'hui, le parti est créé, le récépissé est là, mais on a du mal à vous catégoriser en termes de positionnement sur l'échiquier politique. Le libéral se trouve à quel niveau? Vous savez, cette question ramène d'abord à un problème. Il y a le clivage Yahi-Talon qui rend difficile aujourd'hui l'accès à toute personne portant une forme de neutralité sur l'échiquier politique. On nous demande, soit vous êtes avec Talon, soit vous êtes avec Yahi. Mais quand vous dites, nous sommes des Béninois avant tout, et que nous sommes des politiciens responsables, on dit, non, vous devez dire, où est-ce que vous êtes? Mais je vais être clair avec vous. Le Parti libéral, en premier lieu, n'a, jusqu'à ce jour, et si les choses continuent telles qu'elles sont, n'aura aucun lien avec un parti de l'opposition, et en l'occurrence, le Parti des démocrates. Ça, c'est clair et net. Pourquoi ce choix? Surtout, quand on voit la scène qui s'est passée ce week-end, où
un parti qui manque à son devoir, celui de mettre sur la table des débats, de mener des actions concrètes pour pouvoir exister, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commander une messe, c'est-à-dire prendre en otage la religion et manipuler les masses pour servir une seule personne, d'autant en l'occurrence Yaya Boni, pour qui la position victimaire est devenue la meilleure stratégie. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dur avec cette formation? La situation l'exige. La situation exige d'être dur et être clair. Parce que vous m'avez demandé d'être clair et précis. Je suis en train d'être clair et précis. La situation l'exige. Parce qu'à des moments donnés, vous savez, dans la politique et surtout dans votre pays, il y a une forme d'hypocrisie. Il y a une forme d'hypocrisie qui fait que on veut dire les choses, mais on les maquille. Moi, je n'ai pas cette habitude-là. Je dis les choses clairement. Parce que, vous voyez, pendant les 10 ans de Yaya Boni, qu'est-ce qu'on a fait? On a manipulé les populations, on a fait sortir nos moments dans les rues pour faire des marches, les jeunes gens dans les rues, pour qu'après, quelqu'un vienne se poser en victime. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose. On est allé même jusqu'à dire, je vais faire venir mes gens du Bénin profond. Et en nous exposant, nous qui sommes du Nord, à un moment donné, on nous a exposés. En prétendant que c'est nous, peut-être, en mettant dans la tête des populations, que c'est le Nord qui est privilégié. Mais pendant ce temps, c'est Patrice Talon qui était milliardaire, c'est M. Adjavon qui était milliardaire, c'est M. Aouré qui était milliardaire, aucun milliardaire au Nord. Mais on a prétendu que c'est le Nord qui dirige le Bénin, et ainsi de suite. Après 10 ans, c'est rebelote. On a sacrifié les jeunes gens. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont en prison. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Je me souviens, je ne sais pas si c'est en 2019 ou en 2021, il y a un jeune qui a ramassé une bombe lacrymogène qui lui a pété le bras. Ce jeune gens, qui est aujourd'hui handicapé, qu'est-ce qu'il devient? Personne n'en demande plus. Ces jeunes gens-là, qui sont agglutinés dans les prisons, qu'est-ce qu'ils deviennent? L'opposition accuse le gouvernement. De quoi? De militariser les rues. Quand vous voulez faire un coup d'État par la rue. Vous dites quoi? Quand vous voulez faire un coup d'État par la rue. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Si moi je suis est-ce que vous pensez que si demain moi je suis au pouvoir? Vous pensez que ces événements que nous avons vécus en 2019, c'était un coup d'État qui se préparait? Moi je pense que si on avait laissé ces jeunes gens un parti plus loin, ils auraient pris le pouvoir par la rue. Je ne suis pas en train de dire donner un blanc-seing à Patrice Talon là-dessus. Non, ce n'est pas mon objectif. Parce qu'il y a quand même un état de fait. Mais avant 2019, souvenez-vous, Patrice Talon n'avait pas entamé toutes ces réformes qui sont aujourd'hui chrysogènes, il ne les avait pas entamées. C'était la révision de sa fameuse constitution qui permettait d'avoir un mandat et qui faisait ceci, qui faisait cela. Et dont il accuse même les gens aujourd'hui de n'avoir pas lu le projet avant de le rejeter. Mais quand Patrice Talon est venu au pouvoir tout récemment, vous vous souvenez très bien, il y avait beaucoup de marches avec notre jeune frère qui est maintenant en France, Léon Mbadi, il y avait eu beaucoup de marches. Toutes ces marches-là passaient. Mais les slogans que portaient ces marches-là étaient un peu dérisoires, déshonorants pour notre pays. Adjoto, bandit, ouais, des trucs comme ça. Mais il était président. Donc vous diront que nous sommes en démocratie et c'est une forme de liberté La d'expression. démocratie, non, je suis désolé. La démocratie, c'est une question de responsabilité. Et l'opinion doit être responsable. À partir du moment où vous présumez d'un délit sur une personnalité, à un moment donné, il faudra bien en répondre. Donc, il n'est pas... Moi, je suis un enfant très bien éduqué. Ma mère, père, son âme, m'a très bien éduqué. Et en aucun cas, je ne prône la violence, la haine, contre une personne même que je ne connais pas. Après ça, je ne connais pas. Alors, pourquoi est-ce que, pour revendiquer quelque chose, je ne dis pas la chose, et je dirais, c'est un voleur, c'est un bandit, mais non. Ce monsieur a des enfants aussi. Il a une famille qui regarde la télé, qui va se dire à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il a fait autant, notre père? Alors, si M. Richard Boni Ouro, si
fait sortir Ricky Amadougou de la prison, on n'a pas fait une messe, ça vous dérange? Si dénoncer, aller dans les rues pour marcher, tenir des slogans assez durs, ça vous dérange? Vous proposez? Vous pensez que dire à Jotaoué, ça veut dire c'est pour faire sortir Ricky Amadougou? Non, mais parce que... Non, permettez-moi de bien comprendre. Permettez-moi de bien comprendre. Non, mais vous avez dit aussi sortir dans les rues. Parce que moi, ce que je dis, j'ai fait partie des premières personnes, dès qu'on a mis Ricky Amadougou en prison, à mobiliser des personnes. J'ai même, à cette époque-là, fait rédiger une demande de liberté provisoire par un notaire et j'ai envoyé à plus de 2000 citoyens au Bénin. J'étais encore au Canada, hein, pour demander, et ces citoyens, c'était pas Ricky Yard, c'était ni Joël Aïvo. Ces citoyens ont signé ces demandes-là et ils ont joint à cette demande leur carte d'identité et nous avons compilé tout ça et que nous avons déposé au ministère de la Justice, au Palais de la République à Patrice Talon ainsi qu'au tribunal pour demander la mise en liberté provisoire de Ricky Amadougou. Moi, je suis friand des procédures. Je ne suis pas dans la haine. Je suis dans la responsabilité. Je suis dans la nuance et dans la complexité. Je ne pense pas que pour des personnes qui vivent, que aller à l'église, faire une messe d'action de grâce, je ne pense vraiment pas que ce soit pour faire sortir Ricky Amadougou. Je pense que ça sert les intérêts politiques d'un clan en particulier. Je pense que c'est ce qui se passe. Les démocrates aujourd'hui, depuis qu'ils sont nés, je ne suis même pas sûr qu'ils veuillent que Ricky et Joël sortent. Parce que si Ricky sort... Mais dès que Ricky Amadougou sort de prison aujourd'hui, le parti démocrate va s'imploser. Parce que Ricky, soit elle prendra le contrôle du parti, soit une partie de ce parti va l'assumer. La présidence du parti, le libéral, le libéral sera au rendez-vous? Mais bien sûr, c'est l'objectif d'un parti politique. Quand un parti politique est créé, pourquoi est-ce qu'il est créé? C'est pour affronter le vote populaire et intégrer les institutions, prendre sa part dans la dynamique politique. C'est notre rôle. Nous serons à toutes les élections, bien évidemment. Richard Boniorou sera candidat, c'est ça? Si le parti le décide. C'est le parti qui décide. Non, c'est justement cette façon de faire que nous refusons. Le parti, ce n'est pas moi. Le parti, ce sont tous les sympathisants, les militants, les amis du parti, le bureau politique. Je ne peux pas me passer au-dessus de toutes ces instances-là et puis dire, oui, moi je suis président du parti, mais je ne suis pas encore candidat du parti. Il y a une différence. Procédural, vous l'avez martelé plusieurs fois. Le processus pour conduire à ces élections est déjà lancé. La Sénat qui déroule son agenda. Les partis politiques en interne font ce qu'ils peuvent. Quelle appréciation vous en faites? S'il y a quelque chose que nous pouvons reprocher à Patrice Talon, c'est le fait d'avoir vicié l'espace politique. Vicié jusqu'à ce que les acteurs n'ont plus le courage non seulement de dire leur volonté, mais aussi d'aller au-delà de leurs ambitions, c'est-à-dire d'aller au-devant de leurs ambitions. Et ça, vous en dites quoi? Parce que ça, je pense que c'est une mauvaise gouvernance, de mon point de vue. Je pense que c'est une très mauvaise gouvernance. Parce que il faudrait pas que l'opinion soit conservée, appuyée jusqu'à ce qu'un jour, elle s'explose. Donc, je pense que ce n'est pas du tout une bonne chose. Il faudrait que l'expression soit libre, que les gens puissent être libres de porter leurs ambitions. Dire que nous sommes candidats, ça devrait être la chose la plus naturelle dans un pays, tant qu'on est régulier et qu'on rentre dans toutes les cases, on coche toutes les cases. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est un peu dommage. C'est beaucoup dommage. Oui, mais lorsqu'on a élaboré des principes qu'on s'est donné soi-même,
on dit dans les partis politiques désormais, c'est le parti qui est plus fort, c'est le parti qui décide. Et vous, individu de ce parti, membre influent, vous vous levez, vous dites je suis candidat, Tonton Pillon demain se lève, dit je suis candidat, Paul et puis Jacques se lève, je suis candidat. Est-ce que véritablement vous allez évoluer vers... Il faut analyser la chose sur deux aspects. Oui. Il y a le fait que la nouvelle loi exige aux partis de présenter des candidats. Mais la loi ne dit pas que c'est seulement au sein des partis que peuvent être issus les candidats. Il peut y avoir des candidats libres, surtout pour l'élection présidentielle. Alors, mais jusque-là, il n'y a aucun candidat libre, hein, en dehors des candidats périphériques, qui ait eu la force, le courage, l'audace de dire « je veux y aller ». Donc ça, je pense que c'est une faiblesse pour notre démocratie, qu'il faut corriger très rapidement pour éviter que ce soit une bombe à retardement. Monsieur Richard Bonigourou, vous nous avez confessé votre volonté de participer aux élections générales. Aujourd'hui, au niveau de votre formation politique, vous en êtes où? Avec quels moyens vous voulez participer à ces élections? Avec les moyens qui sont mis à la disposition de tous citoyens. Nous avons un projet à vendre, nous avons l'énergie qui va avec. Maintenant, si vous trouvez que nous sommes assez pauvres, je vous dirai, attendez de voir. Nous avons compris tout à l'heure déjà un peu votre position avec le parti les démocrates, mais si dans la perspective de ces élections générales, il vous était donné de choisir une formation politique avec qui il faut coaliser, ça va être quelle formation politique? En ce moment, nous verrons les partis dont la vision cadre avec la nôtre et puis nous irons avec. Nous avons en la matière des principes, nous avons des options à mettre sur la table et une fois qu'un parti coche toutes les cases, eh bien, nous irons avec eux. Nous n'avons pas de différence à faire. Et les démocrates ne sont pas dans cette... Nous ne les trouvons pas assez structurés. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je pense que l'opinion politique doit être responsable. Elle ne doit pas être mobilisée par la haine, la violence. Et moi, personnellement, je trouve ce parti très peu structuré. Alors, dans un communiqué récemment, vous avez expliqué votre volonté d'aller au contact des autres formations politiques, chose que nous avons appréciée parce qu'avec votre existence légale aujourd'hui, il faut créer un cadre d'échange avec ces formations politiques. Avec cette position déjà un peu tendue avec les démocrates, est-ce que ça va se faire? Si les démocrates, c'est pas parce que c'est ce que je vous ai dit. Nous sommes dans le débat, dans le dialogue. Si les démocrates nous invitent à la suite de notre et qu'ils sont suffisamment mûrs pour ne pas être rancuniers, mais nous irons. Maintenant, s'ils montrent qu'ils manquent de maturité et qu'ils préfèrent la rancune au dialogue et à l'ouverture, ils ne vont pas nous inviter. Qui fait la démarche ou ce sont les démocrates qui vont... Nous avons déjà envoyé le courrier à leur siège. Nous attendons le retour. Allez, nous allons maintenant aborder, disons, le bilan de Patrice Talon. 9 ans déjà qu'il gouverne ce pays. Au plan économique, le gouvernement se défend d'avoir relancé l'économie de notre pays. Vous, Richard Bonigourou, économiste, c'est bien cela. Quelle appréciation faites-vous de la situation économique de notre pays et quelle politique libérale proposez-vous pour concilier croissance économique et justice sociale? Alors, c'est bien dit, croissance économique et justice sociale. Vous savez, le bilan des 9 dernières années de Patrice Talon est relativement mitigé. Il y a un bilan économique qui est là, qui est en progression, qu'on peut aimer ou non, mais qui est là. Notre croissance est relativement restée stable avec 6 points. Nous avons percé sur le marché financier avec des records de souscription sur les marchés financiers. Très tôt cette année, $1 milliard en moins de 12 heures de souscription. Donc je pense que sur ce plan, il y a un marché qui s'ouvre, il y a une économie qui se veut dynamique et qui reçoit une lettre de noblesse. Mais maintenant, revenons à l'intérieur. La croissance dont il est question, et j'en ai suffisamment écrit là-dessus, n'est pas équilibrée. Équilibrée dans ce sens que
ce ne sont pas tous les secteurs de façon proportionnelle qui ont fait de la croissance. Il y a des secteurs tels que le secteur cotonnier, par exemple, qui fait de la croissance. Aujourd'hui, on est en train de chercher de la croissance dans le secteur du tourisme, donc du plaisir. Ces secteurs-là ont fait de la croissance, mais plusieurs autres secteurs n'ont pas été capables. Bien évidemment, dans chaque économie, une croissance en tue une autre. Ça arrive souvent. Bon. Sur le plan économique, il y a quand même s'il y a beaucoup de faiblesses, s'il y a des observations à faire, mais sur ce plan-là, il y a des améliorations à faire, bien évidemment, mais ça va. Dans la dynamique de la représentativité de notre pays, il y a un sérieux travail qui a fait pour structurer l'économie. J'étais ici la dernière fois avec un monsieur qui m'a rendu visite et qui m'a dit, et qui était l'entrepreneur depuis 25 ans, qui m'a dit, moi c'est récemment que j'ai commencé à comprendre comment est-ce qu'on gère une entreprise, c'est-à-dire sur le plan fiscal et autres. J'ai dit, mais ça fait quand même plus de 25 ans que vous avez une entreprise. Il dit, oh, bon, avant, on écrit 2-3 choses et puis, bon, c'était journaliste, si vous voulez. On écrit 2-3 choses et puis on fait peur et puis on nous laisse passer. Mais maintenant, il faut payer l'AIB. Je commence à rentrer dedans. Et c'est un peu dangereux, même pour l'entreprise elle-même, de ne pas pouvoir faire ses comptes, ses états financiers, mais c'est dangereux pour notre économie. Donc, je pense que en matière d'économie, nous, ce que nous proposons, c'est une économie assez dynamique, ouverte, mais qu'on protège suffisamment pour ne pas l'exposer. Mais surtout, une réforme fiscale qui prend une fiscalité progressive. C'est-à-dire que la fiscalité doit progresser, c'est-à-dire grandir avec la société, pour ne pas que les sociétés se retrouvent tuées tout de suite dans l'œuf. Il faut une justice sociale. Vous avez parlé de justice sociale. Mais pour ça, il faut une justice compétitive. À côté de la justice compétitive, il faut une justice commerciale qui soit rapide, mais impartiale, pour pouvoir protéger l'investissement et protéger l'investisseur aussi. Et il faut un État, non seulement qui soit facilitateur, qui régule l'économie, parce que nous avons une économie très fragile, qui la régule pour ne pas trop l'exposer aux crises exogènes, mais qui parfois investit dans la formation, surtout la formation de qualité, qui cadre avec le marché de l'emploi, donc une bonne formation, qui capitalise sur sa jeunesse, qui innove et qui ne tue pas la créativité. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'économie solide si toutes les innovations qui puissent permettre à cette économie-là de décoller ne sont pas prises en compte. Donc la créativité est importante, elle est au cœur. Mais la formation aussi. Parce qu'on s'étonne souvent que, en Chine par exemple, que les Chinois, beaucoup de sociétés se soient délocalisées en Chine. Et on dit, c'est certainement parce qu'en Chine, on paye peanuts pour pouvoir faire. Mais c'est faux. C'est parce que, quand vous regardez aujourd'hui, la Chine n'est pas au plan salarial, n'est pas plus moins cher que le Bénin. Mais c'est parce que si vous prenez un petit Chinois, que vous lui faites un schéma de circuit électrique, et que vous lui donnez, ou de circuit électronique, que vous lui donnez, il va vous faire tout l'assemblage, et même mieux que ce qui est sur le schéma. Donc ça pose la question de la formation. Mais une formation qui rencontre les besoins du marché de l'emploi. Ceci est très important. À côté de ça, comme je le disais, il faut une justice commerciale, compétitive, rapide et impartiale, qui permette à l'investisseur, dès qu'il a des bisbilles, qu'il aille voir, qu'il aille vers au tribunal, qu'on lui règle son problème rapidement pour qu'il puisse continuer ses activités. En tout cas, on a évoqué tout à l'heure que du côté du gouvernement, on se défend justement d'avoir relancé notre économie. Par contre, certains critiques pensent que Patrice Talon n'a rien fait d'extraordinaire. Vous avez la question de la dette, les emprunts à l'échelle internationale. Vous avez déjà lu plusieurs fois des publications sur votre page, vous avez critiqué cette façon justement de se faire de l'argent ou de chercher de l'investissement. En réalité, si vous avez bien lu mes critiques, les critiques ne sont pas concentrées sur la dette. Parce que la dette est un effet de levier. Donc, ce n'est pas la dette qui est le problème. C'est la qualité non seulement de la dette,
et son affectation optimale. Et dans ce qui se fait aujourd'hui, comment vous expliquez ça? Ça reste encore, de mon point de vue, un peu opaque. J'ai visité la dernière fois la GDIZ. J'ai vu qu'il y a un grand investissement qui est concentré là-bas. Et c'est un projet très, très novateur d'ailleurs, qu'il faut encourager. J'ai compris après que l'État avait relativement 40% et qu'il y avait une société internationale qui avait 60% là-dedans. Bon, ces 40% ont été financés sous quelle forme? Je suppose que c'est sur de la dette. Bon, c'est très bien, c'est producteur. Mais le reste me paraît un peu pas très clair, je dois le dire. Je ne vois pas en substance. Certes, il y a beaucoup de routes qui ont été faites, il y a beaucoup de réformes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les réformes sont très coûteuses dans leur mise en œuvre, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de réformes aussi ont été mises en œuvre. Il y a des routes, aujourd'hui, Cotonou est toute belle, il y a des routes un peu décentralisées, même si je critique toujours le fait que la route, c'est celle-là que j'appelle la route de la croissance, qui est le route Kérou et machin, là d'où viennent le coton et autres, et tout ce que nous mangeons pour venir à Cotonou, cette route-là, et c'est là où je me pose la question sur les priorités pour la croissance. Parce que cette route-là, moi je l'appelle la route de la croissance. Parce que c'est elle qui permet non seulement d'exporter, mais aussi de faire circuler tout ce que nous mangeons, le céréal, les céréales et tout le reste. Donc cette route-là, pour moi, elle devait être la priorité des priorités. Elle n'est pas faite. Ou du moins, je n'en ai pas l'information. Quand on nous a annoncé que les travaux sont lancés. Bon, normalement, ces travaux ne devaient pas être lancés même avant que Cotonou ne soit à son état actuel. Je pense que les travaux devaient... C'est qu'il fallait commencer par... Ça devait être la première chose, puisque c'est de là que nous drainons les capitaux compagnies étrangers que nous avons pour pouvoir investir dans le pays. Donc, cette route-là devait être la priorité des priorités, selon moi. Voilà. Allez, nous allons maintenant parler gouvernance politique. Eric, c'est absolument, avec la réforme du système partisan. Qu'en dites-vous? Vous savez, je suis politologue. Absolument. Je suis politologue. Et pour moi, je pense que, déjà, dans les termes dans lesquels les réformes les formulés sont incompétents. Totalement. Parce que vous ne pouvez pas réformer une théorie par une réforme politique. Une autre théorie peut venir remplacer une théorie ou faire progresser une théorie. Mais le système partisan est une théorie politique. C'est un principe qui permet d'étudier l'interrelation entre les partis politiques. Comment est-ce que les idéologies s'articulent les unes autour des autres? Comment est-ce que le système politique est fait? Ça permet de faire une relative cartographie. Donc, c'est un principe. Déjà, quand moi j'ai appris ça, je dis, mais qui est-ce qui a fait ça? Vous le savez. Hein? Vous le savez. Je peux faire pas le savoir parce que c'est quelqu'un que je trouve tellement honorable que parfois, vous savez... on revendique ça comme la plus grande réforme politique. Donc, écoute, je sais que c'est il y a l'initiative, donc l'initiateur, et maintenant, comment est-ce qu'on va dire ça, et celui qui concrétise l'initiative. Patrice Talon n'a pas la prétention d'être un juriste, ou du moins c'est un politologue. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a dû écrire cette réforme-là et qui l'a nommée réforme du système partisan. Donc, je me dis même, mais comment est-ce qu'on peut parler de réforme du système partisan? Le code électoral, c'est encore bon. OK? Mais réforme du système partisan, c'est un peu trop posé, de mon point de vue, en tant que politologue, bien évidemment. Mais, pour revenir au contenu lui-même, je pense qu'il ça porte beaucoup de faiblesses. Je suis dans un pays où il y a une crise de confiance existentielle et dans un pays dans lequel la suspicion est devenue aujourd'hui un indicateur pour évaluer la qualité des opinions. Je pense que
une réforme telle qu'elle est aujourd'hui, qui force les uns dans les bras des autres et qui définit des mouvements qui permettent à certains mouvements d'évoluer comme grands, même s'ils ils ont des pieds d'argile, mais de se définir comme grands, et qui met en périphérie d'autres, ou qui refuse carrément à d'autres mouvements de venir sur la scène politique. Je pense que cette réforme-là, de mon point de vue, est à reprendre totalement, tant sur la forme que sur le fond. Richard Boniworou, président du parti le Libéral, vous avez développé votre perception de la réforme du système partisan tout à l'heure. Et qu'en est-il alors du code électoral? Vous savez, je suis de ceux qui pensent que une loi, quel qu'en soit son objectif, ne doit pas tuer l'initiative. Autant elle ne doit pas tuer l'initiative qu'elle doit plutôt susciter la confiance des populations. Le code électoral aujourd'hui, et avec le débat qui est animé autour, tend à tuer l'initiative, non seulement tuer l'initiative, mais à perdre la confiance des populations en la chose. Et c'est là où elle risque de perdre sa légitimité. En conséquence, je suis pour que dans un débat constructif, apaisé, sans aucune violence, sans animosité, sans haine, et avec toute la sincérité qu'il faut, que nous allions à la table, pas de négociations, mais de la révision de ce code-là. À la table de la révision, pour que, dans une démarche totalement consensuelle et apaisée, nous puissions mettre sur la table les craintes, toutes les craintes des uns et des autres, en tirer le potentiel et prendre des instruments de là pour régler cette question-là une fois pour de bon. Qu'est-ce qui vous dérange dans le code électoral que vous auriez souhaité que l'on revoie avant les élections? D'abord, sur un plan purement statistique, les 20% sont irréalistes. Parce que les statistiques sont claires là-dessus. Qui est-ce qui a déjà eu ça? Qui est-ce qui a déjà fait ça? Et l'autre côté, c'est qu'on ne peut pas dire, ensemble, deux partis ou trois qui font alliance, doivent avoir une moyenne plus basse qu'un mouvement qui s'en va seul. C'est totalement contradictoire. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait les 20% une fois déjà qu'on ne peut jamais le faire. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que l'électorat est dynamique. Voilà. Hein? Et qu'on peut, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut quitter de 10% pour 20%, alors qu'il y a une croissance des partis politiques qui vont désormais aller gratter un peu partout dans cette électorat-là. Si les élections, le libéral n'est pas sûr d'engranger... Ce n'est pas ce que je sais de dire. Oui, est-ce que vous pourrez l'avoir? Oui. Nous, aujourd'hui, nous sommes prêts et outillés pour toutes les situations. Alors, que tous les partis en face... Ce n'est pas parce que nous, non. Vous savez, nous sommes une formation qui se repose beaucoup sur des bases purement démocratiques. Okay. Ce n'est pas parce que nous pouvons le faire et que cela dérange nos adversaires politiques que nous n'allons pas accéder à leur requête. Vous en avez déjà? Vous avez déjà des adversaires politiques avec quelques mois ou quelques années de... Nous sommes une formation politique sur un échiquier politique où il y a plusieurs autres formations politiques qui n'ont pas les mêmes visions que nous. À partir de ce moment, nous avons forcément des adversaires politiques. Ça, c'est tout à fait naturel. Si vous ne partagez pas votre vision politique... L'adversité, il faut faire la nuance. Il y a adversaire, puis il y a ennemi. Nous n'avons pas d'ennemi. Nous n'avons aucun ennemi. Nous discutons avec tout le monde. Mais sur le plan de la vision, il y a forcément des adversaires. Nous ne pouvons pas, par exemple, nous, libéraux, aller avec des communistes. Non, c'est impossible. Nous sommes libéraux du centre-gauche. Nous ne pouvons pas aller avec des gens qui sont de l'extrême droite, par exemple, ou de l'extrême gauche, par exemple. Ils sont, dès lors, des adversaires sûrement sur l'échiquier politique. Mais quand nous sortons de l'échiquier politique, nous irons manger chacun notre rôle. Sur la question du code électoral,
les partis d'opposition souhaitent une relecture. Est-ce que le parti, le libéral, peut mener ce combat à leur côté pour que le gouvernement puisse être sensible à cette démarche? Je ne pense pas. Vous savez, c'est là où, dans notre pays, les débats sont mal posés. Parce que il s'agit là d'un instrument législatif. Il s'agit là d'un instrument législatif. Mettons d'abord le cas de concertation. Le code électoral est un instrument législatif. En conséquence, dire tout de suite qu'il faut des négociations pour permettre au gouvernement d'accéder à la révision du code électoral, c'est que nous admettons que c'est le gouvernement qui détient ce code électoral et que c'est un instrument à sa portée. Or, c'est un instrument législatif. Ce sont des législateurs qui l'ont conçu et qui l'ont voté. Par conséquent, je pense que le débat, il faut un débat responsable et bien orienté vers les acteurs. Ce débat-là, pour moi, en premier lieu, et ce n'est pas faire preuve de naïveté, en premier lieu, est un débat éminemment politique tourné vers les acteurs législatifs. Donc, vers ces élus-là, ce sont ces élus-là qui sont les premiers responsables. Donc, c'est vers eux qu'il faut se tourner pour faire ce débat-là entre législateurs, et c'est aussi un débat national. Donc, il faut se tourner vers les acteurs de l'Assemblée nationale, ceux qui ont conçu et voté et mis en œuvre cette loi, et aussi que la population en soit informée, et que si la population veut en prendre le leadership, que cela leur soit ouvert. Mais c'est d'abord un débat politique et c'est un instrument législatif. Nous allons évoluer à présent sur les questions de liberté syndicale, les questions individuelles. On critique le gouvernement de Patrice Talon d'encadrer beaucoup les libertés dans notre pays. Ouais, je pense que sur ce plan, c'est un secret de polichinelle. Je pense que lui-même, il assume très bien. Il a dit d'ailleurs, je pense, lors d'une conférence à l'international, qu'il n'a pas la prétention de vivre dans une démocratie à la française. Bon. Mais la question est d'abord, est-ce que nous avions toujours été en démocratie? Cette question, je pense qu'elle est primordiale. Pour comprendre tout le reste, est-ce que nous avions été toujours en démocratie? Parce qu'il est facile aujourd'hui de dire, mais c'est Patrice Talon qui a tué la démocratie béninoise. Ouais, c'est Patrice Talon qui a tué les libertés. Mais la liberté démocratique, ce n'est pas seulement quand on ne peut pas parler, ou quand on ne peut pas, je ne sais pas, faire plusieurs choses. Mais c'est aussi la liberté de choisir, de décider. Parce qu'on ramène la démocratie seulement quand on ne peut pas aller à une élection, seulement quand un parti politique n'est pas admis à des privilèges, on ramène maintenant la question de la démocratie. Donc pour vous, il faut aller chercher loin le déficit de liberté syndicale, oui, le déficit de liberté individuelle. Le déficit de liberté syndicale, ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que les syndicats pourront dire qui n'ont pas eu des problèmes, même sous l'ancien régime de Thomas Boni-Yahi, ils ont eu des problèmes. Qu'à les arrêter. L'autre, à l'époque, vous savez, le monsieur qui porte du rouge, là. Paul Seyko. Paul Seyko. Ils l'ont poursuivi dans ce pays-là, je pense, dans des bas-fonds. Peut-être parce qu'il n'a pas été rattrapé, qu'il n'a pas été arrêté. Mais aller jusqu'à les arrêter, bon, oui, j'ai appris qu'ils ont... Mais ils ont été arrêtés d'abord pour une marche pacifique. Juste quelques heures. Vous savez, dès les premières heures, quand nous avons appris l'arrestation de M. Kassamampo, nous avons été tout de suite dit qu'il fallait faire un communiqué pour dénoncer cela, pour alerter sur ces genres de dérives. Heureusement que nous n'avons pas mis en ligne le communiqué, puisque quelques heures après, nous avons appris, fort heureusement, qu'ils ont été relâchés. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup plus... C'est un fait d'abord. L'arrestation est un fait aggravé. Mais le parti aurait pu déjà se prononcer sur ça. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Nous sommes... Non mais écoutez, nous ne marchons pas à l'émotion, mon cher ami. Nous ne marchons pas à l'émotion. Vous serez les mêmes
qui nous auraient reproché que nous sommes allés très vite en besogne, puisqu'ils ont passé quoi, 4 heures ou 5 heures de temps. Même une heure en garde à vue pour quelqu'un qui veut marcher, a-t-il dit, pacifiquement pour revendiquer à une fête de travail où c'est réservé pour mener ce genre d'action quand même, pour attirer, pour mettre la pression sur le gouvernement, sur des revendications qui sont restées en instance, même une heure, quelques minutes, même passer en garde à vue, ça pose problème. Ça pose problème. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit que ça ne posait pas de problème. Mais pour nous, ce n'est pas que ça ne mérite pas un communiqué. Au contraire, ça mérite un communiqué. Mais pour nous, il fallait comprendre l'origine de l'arrestation, les raisons de l'arrestation. Sinon, nous prendrons un communiqué pour dire quoi? Oui, nous ne sommes pas des activistes. Nous sommes désolés, nous ne sommes pas des activistes. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Nous ne sommes pas là pour alerter l'opinion sur des questions qui, en fait, ne sont pas aussi graves que ça. Oui, même si sur la question de la démocratie, sur la question des libertés, nous avons beaucoup à reprocher au gouvernement de Patrice Talon, mais ça ne veut pas dire que tout de suite, sur toutes les questions, nous allons sauter automatiquement sur le coup d'une émotion. Vous savez, nous savons prendre des décisions au pied du mur de l'exemple. Nous ne prenons pas des décisions sur lesquelles nous allons nous rétracter pour dire après, ah ben écoutez, excusez-nous. Tout le monde peut être arrêté pendant quelques heures, poser des questions et après on vous relâche. Sur la forme, c'est sur le fond qu'il y a problème, mais sur la forme, on ne sait pas qu'est-ce qui leur a été reproché. Alors, si les restrictions de liberté ou des entorses aux principes démocratiques existent dans notre pays il y a déjà plusieurs années, selon votre développement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela, pour construire un État dans lequel ces principes-là sont vraiment respectés, où on peut avoir la liberté d'opiner, la liberté de manifester? Je pense que la première démarche, c'est d'évincer du débat politique toutes ces personnes-là qui sont relativement dépassées sur les conditions d'aujourd'hui, sur notre époque, sur les responsabilités qui sont les siennes, qui ont perdu toute notion de politique responsable. Ces personnes doivent être évincées de la scène politique afin que nous puissions rajeunir la scène politique, sortir la haine, la vengeance et la lutte, et les luttes personnelles de l'espace politique et mettre en place un système politique qui est définitivement concentré sur les intérêts de la nation et par-delà les intérêts des personnes. Un État qui protège mais qui responsabilise en même temps. Allez, on va évoluer sur une question qui touche les agriculteurs qui demandent à vendre leurs produits au plus offrant, même au-delà de nos frontières. Le gouvernement n'entend pas justement de cette oreille parce qu'il faut développer les industries qui sont dans notre pays. Qu'en pensez-vous? Je pense que si ça avait été un gouvernement libéral comme celui que nous portons, ce problème était résolu. De quelle façon? C'est un marché ouvert. Je l'ai dit à l'entame. Il faut un marché totalement ouvert, certes protégé, mais ouvert. Il faut une économie ouverte. Il faut que les gens puissent avoir le droit d'aller chercher autant de bénéfices qu'ils peuvent aller chercher avec le fruit de leur travail. Ce faisant, on risque de manquer de matières premières pour les industries qui sont installées sur le territoire national. Alignez-vous sur la compétition. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas les moyens, trouvez le moyen de vous aligner sur la compétition. C'est ça l'économie libérale. Il faut vous aligner sur la compétition. Mais vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas de... Sinon, nous rentrons dans un régime communiste. Parce que l'État n'a pas les moyens, alors l'État va embastiller le bien personnel et en faire un bien public. Je ne pense pas que ce soit ça qui résolve notre problème. Je pense que si les industries de l'État ont besoin de ces matières premières, mais qu'elles s'alignent sur qu'on appelle le prix à la consommation, qu'elles s'alignent sur le prix du marché. Mais elle ne peut pas dans une dynamique, abuser de son droit à la violence légitime pour aller s'accaparer des biens. Ça, c'est un vol. Vous accusez le gouvernement de voleur? Par moment, oui. Quand le gouvernement agit comme ça, le gouvernement n'est plus dans ses droits. Non. Dans une posture libérale,
Le gouvernement n'est plus dans ses droits. Vous revendiquez assez souvent d'être à la tête d'un parti politique jeune. Et nous savons que l'un des problèmes de la jeunesse, c'est l'emploi. Quelles sont justement les pistes de réflexion au niveau de votre formation politique sur cette problématique? Je pense que nous l'avons dépassé, mais je vais revenir encore là-dessus. Vous savez, l'emploi aujourd'hui dans notre pays est un sérieux problème. Et l'emploi est un problème parce que non seulement les formations ne sont pas adéquates. Quand vous rentrez ici à l'université d'Abomey-Calavi, il y a 1000, 2000 personnes qui sont en fac d'espagnol, alors que le pays même, si ce n'est pas récemment, le pays avait fait relativement faillite, la langue n'est plus ce qu'elle est, mais les gens s'agglutinent dans des amphithéâtres pour ça. L'anglais, on n'en parle pas. Au XXIe siècle, avec tous les réseaux sociaux, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on irait étudier l'anglais en faculté. Ça n'a plus de sens. Et il y a beaucoup de matières comme ça, qui ne tiennent pas compte du marché de l'emploi. Donc il faut une orientation sur les questions de formation. Il faut des formations sérieuses. Mais à côté de ça, il faut aussi une justice compétitive qui protège l'investissement. Et il faut d'abord, je l'ai dit, sous Yahi Boni, et je le dis encore, sous Patrice Talon, c'est un peu voilé peut-être, mais le pont entre le milieu des affaires et la politique doit être cédé. Il faut que ce pont-là cède pour que l'investissement privé soit protégé. Parce que, vous vous souvenez encore, en 2016, comment se fait-il qu'après Yahi Boni, tous les hommes d'affaires soient rentrés en politique pour aller protéger leur investissement. À Javon, à Ouré, Patrice Talon, lui, il a réussi, il a damé le pion à tout le monde, et M. Rodriguez, qui est aux États-Unis. Et tous sont entrés. Quand un homme d'affaires rentre en politique, c'est pour les protéger ses intérêts. C'est ce que vous faites, puisque vous êtes aujourd'hui en politique. Moi, je suis politologue. Mais vous êtes aujourd'hui la tête d'une formation politique. Je suis politologue. Vous protégez vos intérêts alors? J'en ai aucun. Lesquels puis-je protéger pour le moment? Lesquels? Nous allons terminer cet entretien par la crise sécuritaire en quelques mois avant. Quelques petites questions pour vous personnels. On va y aller. Sur la crise sécuritaire, quelle est la thérapie de choc que vous... Je pense que sur la question de la crise sécuritaire est la question aujourd'hui la plus urgente à côté de la question de l'emploi des jeunes. Et sur cette question-là, il ne faut pas qu'une réponse militaire. Je pense qu'il faut une réponse globale. C'est-à-dire, comme je le dis, une économie dynamique qui permet de créer de l'emploi, qui permet de faire du social. Il faut un État-providence. Et il faut surtout de la formation. Il faut de la formation. Il faut de l'information et de la formation. Parce que les jeunes gens qu'on vient prendre comme ça, ils sont nourris de frustration, ils ne sont pas formés, ils n'ont pas d'emploi et ils ne sont pas pris en compte au sein de la société. Ils sont en marge de la société, sinon même de la démocratie. Il faut reconstruire tout ça. Donc il faut une solution globale, pas une solution seulement militaire. La solution militaire, elle peut être ponctuelle, mais elle ne vient pas résoudre le problème dans sa globale. La solution doit être holistique, si je vous résume. Allez, quelques petites questions. Monsieur Richard Boniworou, quelle a été la décision politique la plus difficile de votre carrière? De vous à moi, j'aurais bien voulu, en toute honnêteté, appartenir à un mouvement d'opposition qui permette de ne pas concentrer toutes les opinions vers un camp, mais d'élargir l'espace politique et par extension de tenir compte de toutes les opinions, même de ceux qui ne sont pas entendus. Force est de constater qu'aujourd'hui, le clivage Yahi Talon a fait que l'opposition, dans sa nature aujourd'hui, est très mal structurée, évite les débats de fond et n'est possédée que par
une relative haine ou, pour être plus clair, une sorte de vengeance dans cette guerre que j'ai dit picocoline. Donc, cette décision de ne pas partir avec elle est une décision assez difficile, mais que j'assume totalement. Alors, quelle personnalité vous inspire en politique au Bénin ou à l'échelle internationale? Deux personnalités. L'un, un peu controversé, l'autre, très acceptable. J'ai beaucoup aimé le parcours de Justin Trudeau, surtout quand il dirigeait le Canada. C'est quelqu'un qui a su mettre en place une économie dynamique, protéger les emplois canadiens et mettre en place une politique relativement performante qui a permis d'équilibrer les besoins canadiens. Sincèrement, j'ai applaudi ça. La deuxième personnalité. La deuxième personnalité, très controversée d'ailleurs, ce n'est pas une personne qui est mon idole sur tous les plans. Et je pense que s'il y a quelque chose que Patrice Talon a réussi ces 9 dernières années, c'est d'avoir essayé de calmer le milieu politique, de mettre hors d'état de nuire certaines pratiques politiques qui ont tout le temps déstabilisé, que même l'ancien régime n'aimait pas. Je me souviens que Yaïboni parlait de démocratie Nescafé. Et Yaïboni qui est autant émotionnel, qui était tout le temps énervé parce que les gens l'insultaient de gauche à droite. Patrice Talon a réussi quand même dans la gestion des ressources humaines. Il a réussi à calmer. Il n'a pas réussi à mettre hors d'état de nuire. Parce qu'ils sont encore là, et dès que le pouvoir est en train de finir, ils sont en train d'essayer encore de se regrouper dans diverses manœuvres. Mais il a réussi quand même à les calmer sur les 10 ans. Et ça, c'est une bonne prouesse. Que malheureusement, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait, il en a le secret. Et pour cela, il vous inspire par endroits. Par moment, oui. Voilà. Et comment gérez-vous la pression et les critiques dans la vie politique, enfin, dans la vie publique, surtout après avoir porté sur les fonds baptismaux le Parti le libéral? Écoutez, nous sommes un parti résolument démocratique. La critique a ses vertus. Ceux qui les portent ont leurs raisons. C'est à nous de continuer de travailler pour montrer toute notre bonne foi dans ce que nous faisons. Mais les critiques ne nous dérouteront pas. Et enfin, quel héritage vous souhaitez laisser? Je pense que nous allons laisser une jeunesse assez aguerrie, audacieuse, qui se responsabilise, qui connaît ses intérêts et qui se mobilise pour. Richard Boni-Woro, nous avons passé de bons moments avec vous. Nous avons eu beaucoup d'informations grâce à cet entretien que vous avez accordé à Canal 3 Télévision. Merci de nous avoir reçus. Je précise que nous sommes venus dans vos locaux pour ce moment passé. Juste un mot de fin. Je voudrais dire simplement qu'à la fin de son mandat, M. Patrice Talon tienne la main de son ami Yaïboni et que les deux partent pacifiquement et nous laissent le pays. C'est la fin de cet entretien exclusif avec le président du Parti Le Libéral. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision.